Qu'est-ce qu'un électron? Si nous posions la question à 10 personnes dans la rue, la plupart mentionneraient quelque chose à propos de petites particules chargées négativement. Ou peut-être se souviendraient-elles vaguement d'un schéma scolaire représentant un atome avec des petites boules en orbite. Cette image, le modèle planétaire de l'atome, est probablement la représentation scientifique la plus reconnaissable au monde, et paradoxalement c'est aussi l'une des plus trompeuses, car il s'avère que les électrons ne sont pas de petites boules, ils n'orbitent pas au sens traditionnel. Et en fait, se demander où se trouve exactement un électron peut ne pas avoir de réponse sensée. Dans cette prochaine heure, nous allons parcourir 127 années de découvertes scientifiques depuis le moment en 1897, lorsqu'un physicien britannique a détecté pour la première fois ces particules mystérieuses jusqu'à la théorie quantique des champs modernes qui nous dit que l'électron n'est pas réellement une particule du tout. C'est un voyage vers l'extraordinaire, vers une réalité qui fonctionne selon des règles complètement différentes de celles de notre monde quotidien. Aucune formation scientifique préalable n'est requise, seulement de la curiosité et de la patience. Commençons par le début. L'année est 1897. Le lieu Cambridge, en Angleterre. À la fin du 19e siècle, la physique semblait presque complète. Les scientifiques victoriens avaient expliqué la lumière, la chaleur, la mécanique, l'électromagnétisme. Certains physiciens éminents allèrent jusqu'à suggérer qu'il ne restait que quelques détails à résoudre. Ils avaient spectaculairement tort, car il s'avère qu'ils ne savaient absolument rien de la structure interne de la matière, de quoi sont faits les matériaux, ce qu'est réellement l'électricité, pourquoi certains éléments émettent de la lumière de couleur spécifique. Personne ne le savait. L'histoire de l'électron est, en réalité, l'histoire de la façon dont l'humanité a découvert que la réalité est bien plus étrange que ce que nous n'avions jamais imaginé. C'est une histoire d'expériences ingénieuses, de débats scientifiques passionnés et de révolutions conceptuelles qui ont forcé les physiciens à abandonner des intuitions qui semblaient évidentes. Cette histoire nous enseigne quelque chose de profond sur la science elle-même, que l'univers n'est pas obligé de se comporter de manière que notre esprit évolutif peut imaginer intuitivement. La nature est simplement ce qu'elle est, et nous devons adapter notre compréhension aux preuves expérimentales. Et voici la première donnée fondamentale. Tout dans l'univers, absolument tout, est construit à partir de seulement quelques types de particules fondamentales. L'électron est l'une d'entre elles, et le comprendre signifie comprendre les fondations mêmes de la réalité physique. Voyageons maintenant à Cambridge, 1897. Un professeur nommé Joseph John Thomson est sur le point de tout changer. Joseph John Thomson, connu sous le nom de Thomson, ne cherchait pas à découvrir une nouvelle particule fondamentale. Il étudiait les rayons cathodiques, un phénomène mystérieux qui fascinait les physiciens de l'époque. Qu'étaient les rayons cathodiques? Imaginez un tube de verre dont on a extrait presque tout l'air. Si vous connectez des électrodes à chaque extrémité et appliquez une haute tension, quelque chose d'extraordinaire se produit. Une lueur verdâtre apparaît sur le verre, et quelque chose d'invisible voyage de l'électrode négative, la cathode, vers l'électrode positive. Mais qu'était ce quelque chose? Les scientifiques allemands pensaient qu'il s'agissait d'ondes dans l'éther, quelque chose de similaire à la lumière. Les scientifiques britanniques soupçonnaient qu'il pourrait s'agir de particules chargées. Personne ne le savait avec certitude. Thomson conçut une expérience brillante. Il prit son tube à rayons cathodiques et ajouta des aimants et des plaques électriques. Si ces rayons étaient des particules chargées, ils devraient être déviés lorsqu'ils passeraient près de champs électriques ou magnétiques. Et c'est exactement ce qu'il observa. Mais voici ce qui est révolutionnaire. Thomson mesura de combien les rayons étaient déviés sous différentes intensités de champ, et à partir de ces mesures, il put calculer le rapport entre la charge électrique de ces particules et leur masse. Le résultat fut stupéfiant.
Le rapport charge-masse était près de 2000 fois plus grand que celui de l'atome d'hydrogène, l'atome le plus léger connu. Cela ne signifiait qu'une chose. Ces particules étaient près de 2000 fois plus légères que l'atome complet d'hydrogène. Thomson avait découvert quelque chose de beaucoup plus petit qu'un atome. Il avait découvert une particule subatomique. En 1897, Thomson annonça « Les rayons cathodiques sont des corpuscules, des particules beaucoup plus petites que les atomes qui portent une charge électrique négative. » Plus tard, ces particules seraient appelées électrons, dérivé du mot grec pour ambre, parce que les anciens Grecs avaient observé que l'ambre frottée attirait de petits objets, l'électricité statique, bien qu'ils ne le sachent pas. La découverte de Thomson fut révolutionnaire pour plusieurs raisons. Premièrement, elle démontrait que les atomes n'étaient pas indivisibles comme on l'avait pensé pendant des siècles. Le nom même atome vient du grec atomos, qui signifie indivisible. Mais si les atomes contenaient des électrons, alors les atomes avaient une structure interne. Deuxièmement, cela suggérait que l'électricité n'était pas un fluide mystérieux, mais le mouvement de ces particules chargées. Lorsque vous connectez un câble à une batterie, ce qui circule, ce sont des électrons. Et troisièmement, cela posait une question inquiétante. Si les électrons ont une charge négative et font partie des atomes, qu'est-ce qui maintient les atomes électriquement neutres? Il doit y avoir quelque chose avec une charge positive à l'intérieur de l'atome. Thomson proposa un modèle. Il imagina l'atome comme une sphère de charge positive, avec des électrons incrustés dedans, comme des raisins dans un pudding. On l'appela le modèle du pudding au raisin. C'était ingénieux. Il expliquait la neutralité électrique. Il expliquait pourquoi les électrons pouvaient être arrachés des atomes dans certaines expériences. Mais il était complètement faux, parce qu'en 1909, l'un des propres étudiants de Thomson, Ernest Rutherford, réaliserait une expérience qui démontrerait que l'atome ne ressemble en rien à un pudding, et cette découverte mènerait à des questions encore plus déconcertantes sur comment les électrons peuvent exister à l'intérieur des atomes sans s'effondrer immédiatement. Mais avant d'en arriver là, nous devons parler de l'homme qui a mesuré avec précision exactement combien de charges électriques porte un seul électron. L'année est 1909. À l'Université de Chicago, un physicien américain nommé Robert Millikan réalise l'une des expériences les plus méticuleuses de l'histoire de la physique. Le problème que Millikan voulait résoudre était celui-ci. Thomson avait démontré que les électrons existaient et avait mesuré le rapport entre leur charge et leur masse, mais personne n'avait mesuré directement combien de charges électriques individuelles porte un seul électron. L'expérience que Millikan conçut est brillante dans sa simplicité conceptuelle. Bien que férocement difficile à exécuter, il prit de petites gouttes d'huile et les vaporisa dans une chambre. Certaines de ces gouttes, par friction, acquéraient une charge électrique, c'est-à-dire perdaient ou gagnaient quelques électrons. Millikan observa ensuite ces gouttes à travers un microscope pendant qu'elles tombaient lentement sous l'effet de la gravité. Voici la partie ingénieuse. Millikan appliqua un champ électrique entre deux plaques métalliques dans la chambre. Si la goutte avait une charge négative, des électrons supplémentaires, le champ électrique pouvait la pousser vers le haut, contrebalançant la gravité. En ajustant soigneusement l'intensité du champ électrique, Millikan pouvait suspendre une goutte d'huile dans l'air. Parfaitement immobile, lorsque la force électrique vers le haut équilibrait exactement la force gravitationnelle vers le bas. À partir des mesures précises du champ électrique nécessaires pour suspendre des gouttes de différentes masses, Millikan put calculer la charge électrique de chaque goutte et découvrit quelque chose d'extraordinaire. La charge n'était jamais un nombre arbitraire, elle était toujours un multiple entier d'une valeur fondamentale. Une goutte pouvait avoir une charge d'une unité, ou 2 unités, ou 3 unités, mais jamais 1,5 unité, ou 2,73 unités. Cela signifiait que la charge électrique vient par paquets discrets, par quanta, comme diraient les physiciens. Millikan avait mesuré la charge électrique fondamentale, la charge d'un seul électron.
La valeur que Millikan détermina était approximativement 1,6 x 10 puissance moins 19 coulombs. Pour mettre ce nombre en perspective, il faudrait plus de 6 trillions d'électrons circulant par seconde pour générer un courant électrique de seulement 1 ampère. Ils sont incroyablement petits et nombreux. Les physiciens expérimentaux reconnaîtront que l'expérience de Millikan représente l'un des sommets de la mesure de précision. Il passa des années à perfectionner la technique, répétant des mesures des milliers de fois, éliminant les sources d'erreur. Ce niveau de rigueur n'est pas courant dans la culture scientifique actuelle de publication rapide. Millikan prit son temps et le résultat fut l'une des constantes physiques fondamentales mesurées avec la plus grande précision de son époque. Thomson avait découvert l'électron. Millikan avait mesuré sa charge avec précision. Maintenant, la question était « Comment ces électrons sont-ils organisés à l'intérieur des atomes ?» La réponse viendrait d'une expérience encore plus surprenante. Ernest Rutherford était un physicien néo-zélandais, à la personnalité énergique et aux méthodes expérimentales audacieuses. En 1909, dirigeant un laboratoire à l'université de Manchester, il décida d'étudier la structure interne de l'atome en tirant des particules contre de fines feuilles de métal. Les particules qu'il utilisa étaient des particules alpha, des noyaux d'hélium que certains matériaux radioactifs émettent naturellement. Ces particules alpha sont relativement massives et portent une charge positive. Le plan de Rutherford était simple. Tirer un faisceau de particules alpha contre une feuille extrêmement mince d'or, à peine quelques centaines d'atomes d'épaisseur. Autour de la feuille, il plaça des écrans détecteurs pour voir dans quelle direction les particules sortaient après l'avoir traversée. Si le modèle du pudding au raisin de Thomson était correct, si l'atome était une sphère diffuse de charge positive avec des électrons dispersés, alors les particules alpha devraient traverser la feuille avec des déviations minimales, comme des balles traversant du brouillard. C'est exactement ce que Rutherford s'attendait à observer. La plupart des particules traversèrent effectivement la feuille d'or, avec à peine une déviation, exactement comme prédit. Mais alors quelque chose de complètement inattendu se produisit. Quelques particules, environ 1 sur 8000, rebondirent vers l'arrière, comme si elles avaient heurté quelque chose de massif et impénétrable. Rutherford décrirait plus tard son choc avec ces mots. « Ce fut l'événement le plus incroyable qui me soit arrivé dans ma vie. C'était presque aussi incroyable que si vous tiriez un projectile de 15 pouces contre du papier de soie et qu'il rebondissait pour vous frapper. Qu'est-ce qui pouvait faire rebondir des particules alpha massives et rapides vers l'arrière? » Rutherford raisonna. Seul quelque chose d'extrêmement massif et hautement concentré dans l'espace pourrait repousser avec une telle force une particule alpha. La charge positive de l'atome ne pouvait pas être diffuse comme dans le modèle du pudding. Elle devait être concentrée dans une région minuscule au centre de l'atome. Rutherford avait découvert le noyau atomique. Le nouveau modèle que Rutherford proposa était radicalement différent. L'atome, suggéra-t-il, est principalement de l'espace vide. Au centre se trouve un noyau extrêmement petit, mais massif, qui contient toute la charge positive, et autour de ce noyau, à des distances relativement énormes, orbitent les électrons. Cette révélation était profondément perturbante parce qu'elle posait immédiatement un problème déconcertant que Rutherford reconnut immédiatement. Si les électrons sont des particules chargées négativement, orbitant autour d'un noyau chargé positivement, ils devraient se comporter selon les lois de l'électromagnétisme classique. Et ces lois prédisent sans équivoque qu'une charge accélérée et une particule en orbite est constamment accélérée. Elle doit rayonner de l'énergie électromagnétique. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que selon la physique classique, un électron en orbite devrait constamment perdre de l'énergie. Son orbite devrait décroître et il devrait spiraler vers le noyau en une fraction de seconde. Les atomes devraient s'effondrer instantanément, mais évidemment, les atomes ne s'effondrent pas. Vous êtes fait d'atomes qui existent de manière stable depuis des milliards d'années. Il y avait une contradiction fondamentale entre les observations et la théorie classique. La résolution de ce paradoxe
nécessiterait une idée si radicale qu'elle donnerait naissance à une branche complètement nouvelle de la physique. Une physique où l'énergie vient par paquets discrets, où les orbites ne peuvent avoir que certaines valeurs spécifiques, où les règles du monde macroscopique cessent simplement de s'appliquer. La physique quantique était sur le point de naître, et l'homme qui ferait le premier pas crucial était un jeune physicien danois qui travaillait temporairement dans le laboratoire de Rutherford. Niels Bohr arriva au laboratoire de Rutherford en 1912, à peine un an après la découverte du noyau atomique. C'était un jeune physicien danois, avec un esprit théorique brillant et une disposition à remettre en question les hypothèses fondamentales. Le problème qui le fascinait était précisément celui que nous venons de mentionner. Pourquoi les atomes ne s'effondrent-ils pas? Mais Bohr était également intrigué par un autre mystère que les physiciens de l'époque ne pouvaient pas expliquer. Les spectres d'émission atomique lorsqu'on chauffe un gaz de n'importe quel élément, hydrogène, hélium, sodium. Celui-ci émet de la lumière, mais il n'émet pas toutes les longueurs d'onde. De l'arc-en-ciel. Il n'émet que des couleurs spécifiques, formant des lignes discrètes dans un spectre. Pour l'hydrogène, par exemple, il y a une ligne rouge très spécifique, une ligne cyan spécifique, une ligne bleue spécifique, toujours les mêmes, exactement les mêmes longueurs d'onde, peu importe quel échantillon d'hydrogène vous utilisez, ou dans quel laboratoire vous vous trouvez. Les physiciens avaient découvert des formules mathématiques qui prédisaient où ces lignes spectrales apparaîtraient, mais personne ne comprenait pourquoi ces formules fonctionnaient. C'étaient de simples recettes empiriques sans explication physique. Bohr eut une intuition audacieuse. Et si le problème était que nous appliquions les mauvaises règles, et si à l'échelle atomique, l'énergie ne pouvait pas avoir n'importe quelle valeur arbitraire, et si l'énergie d'un électron dans un atome ne pouvait avoir que certaines valeurs spécifiques, des valeurs quantifiées, cette idée changerait tout. Avant de continuer avec le modèle de Bohr, nous devons comprendre le contexte plus large de ce qui se passait en physique pendant ces années extraordinaires du début du XXe siècle. Parce que l'idée de quantification n'est pas apparue de nulle part avec Bohr. Elle rôdait dans les marges de la physique depuis plus d'une décennie, attendant que quelqu'un ait le courage de la prendre au sérieux. En 1900, un physicien allemand nommé Max Planck avait proposé quelque chose d'étrange pour résoudre un problème technique concernant le rayonnement des corps chauds. Planck suggéra que l'énergie électromagnétique, la lumière, pourrait venir par paquets discrets qu'il appela quanta. L'énergie de chaque quantum était proportionnelle à sa fréquence. Planck lui-même ne croyait pas vraiment en ces quanta. Il les considérait comme une astuce mathématique commode, pas comme une description de la réalité physique. Mais en 1905, un jeune employé du bureau des brevets suisses nommé Albert Einstein prit les quanta de Planck complètement au sérieux. Einstein proposa que la lumière est réellement composée de particules d'énergie discrètes, plus tard appelées photons, et utilisa cette idée pour expliquer l'effet photoélectrique par lequel certains métaux émettent des électrons lorsqu'ils sont illuminés par la lumière. Pour ce travail, Einstein recevrait finalement le prix Nobel. Pas pour la relativité, comme beaucoup de gens le supposent, mais pour l'effet photoélectrique et l'idée que la lumière est quantifiée. Le point crucial ici est qu'en 1913, lorsque Bohr réfléchissait aux atomes, l'idée que l'énergie vient par paquets discrets flottait déjà dans l'air intellectuel de la physique. Bohr fit le pas logique suivant. Si la lumière est quantifiée, si l'énergie électromagnétique vient par paquets discrets, pourquoi ne pas quantifier également l'énergie des électrons à l'intérieur des atomes? Ce moment dans l'histoire de la physique illustre quelque chose d'important sur la façon dont le savoir scientifique progresse. Il y a rarement une seule découverte isolée faite par un génie solitaire. Il y a plutôt un processus de construction progressive, où plusieurs physiciens contribuent des pièces du puzzle, et finalement quelqu'un a la vision pour voir comment toutes les pièces s'assemblent. Planck a fourni la quantification de l'énergie. Einstein l'a appliquée à la lumière. Rutherford a découvert la structure de l'atome, et Bohr a synthétisé tout cela en un nouveau modèle de l'atome qui, bien qu'incomplet,
donnerait un sens à la fois à la stabilité atomique et au spectre de Ray. Voyons comment fonctionne le modèle de Bohr. En 1913, Niels Bohr publia son modèle de l'atome d'hydrogène. Il était audacieux, il était radical et il fonctionnait de manière spectaculaire. Bohr proposa 3 postulats fondamentaux qui rompaient avec la physique classique. Premièrement, les électrons ne peuvent orbiter autour du noyau que sur certaines orbites spécifiques, appelées orbites stationnaires. Ils ne peuvent pas exister entre ces orbites, seulement sur elles. Deuxièmement, tant qu'un électron reste sur l'une de ces orbites stationnaires, il ne rayonne pas d'énergie électromagnétique. Cela viole directement les prédictions de la physique classique, mais résout le problème de l'effondrement atomique. Et troisièmement, un électron peut sauter d'une orbite à une autre. Lorsqu'il saute vers une orbite de plus basse énergie, il émet un photon, un quantum de lumière avec une énergie exactement égale à la différence d'énergie entre les 2 orbites. Visualisons cela. Imaginez une échelle avec des barreaux espacés de façon irrégulière. L'électron peut être sur le premier barreau, ou le deuxième, ou le troisième, mais il ne peut pas être entre les barreaux flottant dans l'air. Chaque barreau représente un niveau d'énergie spécifique. Lorsque l'électron saute du troisième barreau au deuxième, il émet de la lumière. L'énergie de cette lumière correspond exactement à la différence de hauteur entre ces 2 barreaux spécifiques. Différents sauts produisent différentes couleurs de lumière. Un grand saut produit de la lumière de haute énergie, vers le violet ou l'ultraviolet. Un petit saut produit de la lumière de basse énergie vers le rouge ou l'infrarouge. Bohr utilisa cette idée avec certaines hypothèses sur le moment angulaire de l'électron, essentiellement combien il tourne dans son orbite, pour dériver une formule mathématique qui prédisait les énergies exactes de ces orbites permises. Et lorsqu'il calcula les différences d'énergie entre ces orbites et les convertit en longueur d'onde de lumière, il obtint exactement les raies spectrales observées de l'hydrogène, les mêmes raies que les spectroscopistes avaient méticuleusement mesurées pendant des décennies. La correspondance était parfaite, pas approximative, parfaite. Ceux qui ont travaillé en physique théorique reconnaîtront cela comme l'un de ces moments magiques où les mathématiques et la réalité convergent de façon presque mystérieuse. Lorsqu'une théorie abstraite prédit des observations avec une précision décimale, nous savons que nous avons capturé quelque chose de profondément vrai sur la nature. Le modèle de Bohr fut un triomphe immédiat. Il expliquait la stabilité de l'atome, il expliquait les spectres de Ray, il fournissait les premières règles de quantification pour les systèmes atomiques. Mais, et il faut être honnête sur ce mais, parce que la science progresse autant en reconnaissant les succès qu'en admettant les limitations. Le modèle de Bohr ne fonctionnait parfaitement que pour l'hydrogène, l'atome le plus simple, avec un seul électron. Lorsque les physiciens essayèrent de l'appliquer à l'hélium, avec 2 électrons, les prédictions devinrent moins précises. Pour les atomes plus complexes, le modèle de Bohr n'offrait que des approximations. De plus, le modèle avait une qualité profondément insatisfaisante du point de vue conceptuel. Pourquoi les électrons ne peuvent-ils être que sur certaines orbites? Bohr l'imposa essentiellement comme un postulat, comme une règle qui était simplement supposée sans dérivation plus profonde. Cela fonctionnait. Mais personne ne comprenait vraiment pourquoi cela fonctionnait. La réponse viendrait une décennie plus tard d'une source complètement inattendue. Un étudiant en doctorat à Paris qui aurait une idée qui ressemble à de la science-fiction, une idée si étrange que même Einstein, lorsqu'il l'entendit pour la première fois, pensa qu'elle était trop radicale. Les électrons, proposerait ce jeune physicien, ne sont pas seulement des particules, ils sont aussi des ondes. L'étudiant était Louis de Broglie, un aristocrate français qui était arrivé à la physique après avoir étudié l'histoire. En 1923, de Broglie travaillait sur sa thèse de doctorat sous la direction de Paul Langevin. De Broglie avait réfléchi à une asymétrie curieuse en physique. Einstein avait démontré que les ondes lumineuses se comportent comme des particules, des photons. Se pourrait-il que les particules se comportent comme des ondes? C'était une question audacieuse,
Il n'y avait pas de preuve expérimentale directe pour cela, mais de Broglie avait des arguments théoriques élégants basés sur la relativité restreinte et la symétrie. De Broglie proposa que toute particule avec une quantité de mouvement, c'est-à-dire avec une masse multipliée par une vitesse, a une longueur d'onde associée, spécifiquement la longueur d'onde, est inversement proportionnelle à la quantité de mouvement. Plus la particule est massive et rapide, plus sa longueur d'onde associée est petite pour les objets macroscopiques, une balle de baseball, une automobile, même un grain de poussière. Cette longueur d'onde est si incroyablement petite qu'elle est complètement indétectable. La nature ondulatoire de la matière ne se manifeste qu'aux échelles atomiques et subatomiques. Mais pour un électron orbitant dans un atome, la longueur d'onde de Broglie est comparable à la taille de l'orbite elle-même. Et voici la partie brillante. Si l'électron est une onde qui doit s'adapter à son orbite, c'est-à-dire l'orbite doit contenir un nombre entier de longueurs d'onde pour que l'onde ne s'annule pas destructivement avec elle-même. Alors, seules certaines orbites sont possibles. Imaginez une onde voyageant autour d'une orbite circulaire. Pour que cette onde soit stable, la circonférence de l'orbite doit être exactement une longueur d'onde complète, ou 2 longueurs d'onde ou 3, mais jamais 1,5 ou 2,73 longueurs d'onde. Sinon, l'onde interférerait destructivement avec elle-même et s'annulerait. Cette condition que l'orbite doit contenir un nombre entier de longueurs d'onde reproduit exactement les conditions de quantification que Bohr avait imposées arbitrairement. Soudain, les orbites quantifiées n'étaient pas un postulat mystérieux. Elles étaient une conséquence naturelle du fait que l'électron a des propriétés ondulatoires. La thèse de Broglie fut reçue avec scepticisme. Elle était mathématiquement élégante, oui, mais était-elle réelle? Les électrons se comportent-ils vraiment comme des ondes? Son directeur Langevin envoya la thèse à Einstein pour révision. Einstein répondit « Cela peut sembler fou, mais cela a définitivement du solide. » Et voici un fait fascinant que peu de gens connaissent. La confirmation expérimentale des ondes de Broglie arriva presque immédiatement, mais par accident. En 1927, 2 physiciens américains, Clinton Davison et Lester Germer, réalisèrent des expériences complètement sans rapport, étudiant comment les électrons rebondissent sur des surfaces de nickel. Ils observèrent des motifs étranges d'interférence. Exactement. Les motifs que les ondes produisent lorsqu'elles passent à travers des structures cristallines. Sans le vouloir, Davison et Germer avaient démontré que les électrons exhibent réellement la diffraction, un phénomène purement ondulatoire. Les ondes de matière de Broglie étaient réelles. Cette découverte remporta le prix Nobel, mais elle posa également une question profondément déconcertante. Comment quelque chose peut-il être une particule et une onde? Une particule est localisée en un point spécifique. Une onde est étendue dans l'espace. Ces concepts semblent mutuellement exclusifs, et pourtant, les électrons exhibent clairement les 2 aspects. Dans les expériences de type Thomson, ils se comportent comme des particules discrètes. Dans les expériences de type Davison-Germer, ils se comportent comme des ondes. Ce paradoxe, la dualité onde-particule, se trouve au cœur même de la mécanique quantique, et le résoudre ou au moins trouver un formalisme mathématique qui l'accommode nécessiterait une nouvelle équation, une équation qui deviendrait le pilier central de la théorie quantique, l'équation de Schrödinger. Erwin Schrödinger était un physicien autrichien avec une formation en mathématiques et en physique classique. En 1925 à 1926, travaillant à l'université de Zurich, Schrödinger se proposa de trouver une équation d'onde pour la matière, une équation mathématique qui décrirait comment ces mystérieuses ondes de Dewey. Broglie évolue dans le temps. Ce qu'il dériva deviendrait l'équation fondamentale de la mécanique quantique. Nous n'allons pas dériver cette équation ici. Cela nécessiterait du calcul avancé et des concepts mathématiques sophistiqués, mais nous pouvons comprendre ce qu'elle signifie et pourquoi elle est si fondamentale. L'équation de Schrödinger décrit quelque chose appelé
la fonction d'onde de l'électron, généralement notée avec la lettre grecque psi. Cette fonction d'onde contient toute l'information que nous pouvons connaître sur l'état de l'électron. Mais voici quelque chose de crucial, qui est facile à mal interpréter. La fonction d'onde elle-même n'est pas directement observable. Nous ne pouvons pas voir la fonction d'onde. Ce que nous pouvons observer, ce sont des probabilités, spécifiquement le carré de la valeur absolue de la fonction d'onde en n'importe quel point de l'espace nous dit la probabilité de trouver l'électron en ce point si nous faisons une mesure. Visualisons cela pour l'atome d'hydrogène. Dans l'état de plus basse énergie, l'état fondamental, la fonction d'onde de l'électron est plus grande près du noyau et diminue exponentiellement avec la distance. Cela ne signifie pas que l'électron est dans le noyau. Cela signifie que si nous faisions de nombreuses mesures de la position de l'électron, nous le trouverions près du noyau plus fréquemment que loin de lui. La fonction d'onde nous donne un nuage de probabilité. Dans les états de plus haute énergie, la fonction d'onde a des structures plus complexes. Elle peut avoir des nœuds, des régions où la probabilité de trouver l'électron est exactement zéro. Elle peut avoir des formes non sphériques, des lobes orientés dans des directions spécifiques. Ces structures complexes de la fonction d'onde correspondent aux différentes orbitales atomiques, que vous reconnaissez peut-être de la chimie. Les orbitales S sphériques, les orbitales P en forme d'alter, les orbitales D encore plus complexes. Lorsque Schrödinger appliqua son équation à l'atome d'hydrogène et résolut pour les fonctions d'onde permises, il obtint exactement les mêmes niveaux d'énergie que Bohr avait trouvés avec son modèle plus simple. Mais maintenant, ces niveaux émergeaient naturellement d'une équation d'onde sans besoin de postulats arbitraires. L'équation de Schrödinger fut un succès retentissant. Elle fonctionnait pour l'hydrogène, elle fonctionnait pour les atomes plus complexes, elle fonctionnait pour les molécules, elle fournissait des prédictions qui concordaient de manière exquise avec les expériences. Mais l'équation de Schrödinger introduisit également quelque chose de profondément inquiétant dans la physique, la nature fondamentalement probabiliste de la réalité quantique. Et cela mènerait à des débats philosophiques qui continuent jusqu'à aujourd'hui. En octobre 1927, les physiciens les plus brillants du monde se réunirent à Bruxelles pour la conférence de Solvay. Le sujet, la nouvelle théorie quantique. Sur cette photographie historique apparaissent 29 physiciens. 17 d'entre eux étaient ou seraient lauréats du prix Nobel. Parmi eux, Einstein, Bohr, Schrödinger, Heisenberg, de Broglie, Dirac, Pauli, Born et Marie Curie, la seule femme présente. Ce qui se passa à cette conférence fut un affrontement intellectuel épique sur la nature de la réalité elle-même. Parce qu'il s'avère que bien que l'équation de Schrödinger fonctionnait magnifiquement pour faire des prédictions, personne n'était vraiment sûr de ce qu'elle signifiait. Qu'est-ce que cette fonction d'onde? Est-ce quelque chose de réel qui existe dans l'espace ou est-ce simplement un outil mathématique, un dispositif de calcul pour prédire des probabilités? Et plus inquiétant, que se passe-t-il lorsque nous faisons une mesure? Avant de mesurer où se trouve un électron, la fonction d'onde est étendue dans l'espace. L'électron a une certaine probabilité d'être ici, là, en plusieurs endroits, mais quand nous mesurons, nous le trouvons en un endroit spécifique. La fonction d'onde s'effondre instantanément d'un nuage de probabilité étendu à un point défini. Cet effondrement est instantané et apparemment n'est pas décrit par l'équation de Schrödinger, qui décrit une évolution lisse et déterministe de la fonction d'onde. Qu'est-ce qui cause l'effondrement? L'observation humaine? L'appareil de mesure? Autre chose, Niels Bohr et Werner Heisenberg développèrent ce qui deviendrait connu comme l'interprétation de Copenhague de la mécanique quantique. Selon cette interprétation, la fonction d'onde ne décrit pas comment est réellement l'électron. Elle décrit notre connaissance de l'électron. Avant la mesure, des questions comme « Où est exactement l'électron ?» n'ont pas de réponse définie. L'électron n'est nulle part en particulier. Il existe dans une superposition quantique de multiples possibilités. La mesure fait que le système choisit une valeur définie parmi les possibilités. Mais quelle valeur est choisie
est fondamentalement aléatoire, gouverné seulement par des probabilités. Albert Einstein détestait cette interprétation. Einstein était disposé à accepter que la mécanique quantique fonctionnait comme outil de calcul, mais il résistait à l'idée que la nature soit fondamentalement probabiliste, qu'il n'y ait pas de réalité définie là-dehors. Indépendante de Mides-Moschus, l'observation « Dieu ne joue pas au dé avec l'univers », déclara fameusement Einstein. Bohr répondit « Einstein, arrête de dire à Dieu ce qu'il doit faire ». Einstein et d'autres physiciens, y compris Schrödinger lui-même, proposèrent que peut-être la mécanique quantique était incomplète. Peut-être y avait-il des variables cachées, des propriétés que nous ne pouvons pas encore mesurer, qui déterminent le comportement apparemment aléatoire. Cette question, si la mécanique quantique est une description complète de la réalité ou seulement un modèle statistique utile, s'appelle le problème de l'interprétation de la mécanique quantique. Et voici quelque chose qui surprend beaucoup de gens. Il n'a pas été résolu même aujourd'hui, presque un siècle plus tard. Oh, la théorie fonctionne parfaitement. Chaque prédiction quantitative de la mécanique quantique a été vérifiée expérimentalement avec une précision extraordinaire. La technologie moderne, semi-conducteurs, laser, résonance magnétique, ordinateur quantique. Tout fonctionne parce que nous comprenons les mathématiques de la théorie quantique. Mais que se passe-t-il réellement au niveau fondamental? Qu'est-ce que la fonction d'onde ontologiquement? Qu'est-ce qui cause l'effondrement? S'il y a une réalité définie avant la mesure? Ces questions restent philosophiquement ouvertes. Il existe de multiples interprétations de la mécanique quantique, chacune avec des défenseurs parmi les physiciens professionnels. L'interprétation de Copenhague, qui nie qu'une réalité définie existe avant la mesure, l'interprétation des mondes multiples, proposée en 1957, qui suggère que toutes les possibilités quantiques se produisent réellement, mais dans des univers parallèles qui se ramifient continuellement. L'interprétation de Bohm, qui postule des variables cachées et des trajectoires définies pour les particules, mais au prix d'introduire des effets non locaux instantanés, des interprétations plus récentes qui impliquent la décohérence quantique, l'information quantique et même le rôle de la conscience. Ce qui est fascinant, c'est que toutes ces interprétations font exactement les mêmes prédictions expérimentales. Elles sont empiriquement équivalentes. Le choix entre elles est plus une question de préférence philosophique que de preuve expérimentale. Comprendre cela que la physique quantique est extraordinairement réussie comme théorie prédictive, mais que son interprétation ontologique est toujours en débat. C'est comprendre quelque chose de crucial sur la nature de la science. La science nous dit comment les choses se comportent avec une précision stupéfiante. Mais sauter de comment cela se comporte à ce que c'est nécessite une interprétation philosophique qui va au-delà des données. Pendant que ces intenses débats philosophiques avaient lieu, un autre aspect de la mécanique quantique émergeait. Un aspect qui rendrait la théorie encore plus étrange qu'elle ne l'était déjà. Werner Heisenberg, un jeune physicien allemand brillant et politiquement compliqué, avait découvert quelque chose d'inquiétant sur ce que nous pouvons et ne pouvons pas savoir simultanément. Sa découverte serait connue sous le nom de principe d'incertitude. Heisenberg travaillait sur une formulation mathématique de la mécanique quantique basée sur les matrices. Une approche algébrique différente, mais équivalente à l'équation d'onde de Schrödinger. Dans le processus, il découvrit que certaines paires de propriétés physiques ne peuvent pas être mesurées simultanément avec une précision arbitraire. L'exemple le plus célèbre, position et quantité de mouvement. Plus vous connaissez précisément où se trouve un électron, moins vous pouvez savoir précisément à quelle vitesse il se déplace et vice-versa. Ce n'est pas une limitation de nos instruments, ce n'est pas que nos appareils de mesure sont maladroits. C'est une propriété fondamentale de la nature quantique. Mathématiquement, le principe d'incertitude de Heisenberg dit que le produit de l'incertitude sur la position multipliée par l'incertitude sur la quantité de mouvement doit être au moins aussi grand qu'une constante fondamentale, la constante de Planck divisé par 4π. Ce que cela signifie pratiquement.
Si vous essayez de confiner un électron dans un espace très petit, c'est-à-dire connaître sa position avec grande précision, vous introduisez automatiquement une grande incertitude dans sa quantité de mouvement. L'électron acquiert une large gamme de vitesses possibles. Ce n'est pas un détail technique obscur, cela a des conséquences profondes. Par exemple, cela explique pourquoi les électrons dans les atomes ne peuvent pas tomber dans le noyau. Si un électron était exactement dans le noyau, nous connaîtrions sa position avec une précision parfaite. Le principe d'incertitude exigerait alors que sa quantité de mouvement, et donc son énergie cinétique, soit énorme. Cette énergie cinétique dépasserait l'attraction électrique vers le noyau expulsant l'électron. Les atomes sont stables parce que le principe d'incertitude impose une taille minimale. Le principe d'incertitude inquiéta profondément de nombreux physiciens. Il suggérait que la nature a des limites fondamentales sur ce que nous pouvons savoir. Pas seulement des limites pratiques, mais des limites de principe. Mais malgré son nom, le principe d'incertitude est l'une des prédictions les plus précises et vérifiées de la physique quantique. Il a été confirmé dans d'innombrables expériences avec des particules, des atomes, des molécules et même des objets microscopiques visibles. Et il nous manque encore un rebondissement dans cette histoire. Parce qu'en 1928, à peine un an après la conférence de Solvay, un jeune physicien britannique notoirement silencieux dériverait une équation qui changerait tout à nouveau. Son équation prédisait quelque chose que personne n'avait imaginé. Pour chaque particule dans l'univers, doit exister une antiparticule correspondante. Et lorsque matière et antimatière se rencontrent, elles s'annihilent dans un éclair d'énergie pure. Paul Dirac était un homme de peu de mots, mais de pensée profonde. En 1928, travaillant à l'université de Cambridge, Dirac se proposa de résoudre un problème technique, combiner l'équation de Schrödinger avec la relativité restreinte d'Einstein. L'équation de Schrödinger originale fonctionne bien pour les électrons se déplaçant lentement. Mais quand les électrons se déplacent à des vitesses proches de la vitesse de la lumière, comme cela se produit dans certains atomes lourds ou dans les accélérateurs de particules, nous devons prendre en compte les effets relativistes. Dirac dériva une nouvelle équation, maintenant appelée l'équation de Dirac, qui unifie la mécanique quantique et la relativité restreinte. Cette équation fonctionnait merveilleusement. Elle prédisait correctement la structure fine du spectre de l'hydrogène. De petites divisions dans les raies spectrales que l'équation de Schrödinger ne peut pas expliquer. Elle expliquait aussi automatiquement le spin de l'électron, une propriété quantique intrinsèque qui fait que les électrons se comportent comme de petits aimants. Mais l'équation de Dirac avait quelque chose d'étrange. Mathématiquement, l'équation avait deux types de solutions. Des solutions d'énergie positive, qui correspondaient aux électrons normaux, et des solutions d'énergie négative, qui ne semblaient pas avoir de sens physique. Dirac aurait pu simplement rejeter les solutions d'énergie négative comme des artefacts mathématiques sans signification physique, mais il était trop prudent pour cela. Il croyait que si les mathématiques les prédisaient, elles devaient signifier quelque chose. Après beaucoup de réflexions, Dirac proposa une interprétation audacieuse. Les solutions d'énergie négative correspondaient à une nouvelle particule. Une particule avec la même masse que l'électron, mais avec une charge opposée. Un antiélectron. En 1932, à peine 4 ans après la prédiction de Dirac, le physicien américain Carl Anderson étudiait les rayons cosmiques, des particules de haute énergie qui bombardent la Terre depuis l'espace. Dans ses photographies de chambre à brouillard, Anderson observa des traces qui ne pouvaient être produites que par des particules avec la masse de l'électron, mais se courbant dans la direction opposée sous des champs magnétiques. C'étaient des positrons, les antiélectrons prédits par Dirac. La découverte du positron fut révolutionnaire pour plusieurs raisons. Premièrement, elle démontra que les mathématiques abstraites peuvent révéler des vérités sur la nature que personne n'avait imaginées. Dirac ne cherchait pas l'antimatière, il résolvait simplement des équations, et les équations lui dirent que l'antimatière devait exister. Deuxièmement,
Cela suggérait que pour chaque particule fondamentale existe une antiparticule. Et effectivement, on découvrirait finalement des antiprotons, des antineutrons et des antiparticules de toutes sortes. Et troisièmement, cela signifiait que la matière et l'énergie sont véritablement interchangeables, exactement comme Einstein l'avait proposé avec E égale mc au carré. Lorsqu'un électron et un positron se rencontrent, ils s'annihilent, convertissant leur masse complètement en énergie sous forme de photons de rayons gamma. Cette découverte nous amène au seuil de la physique quantique moderne. Parce qu'une fois que nous acceptons que les particules peuvent être créées et détruites, que le nombre de particules n'est pas constant, nous avons besoin d'une théorie plus fondamentale, que la mécanique quantique dont nous avons discuté jusqu'ici. Nous avons besoin de la théorie quantique des champs. Nous avons parcouru un long chemin depuis la découverte de Thomson en 1897, en passant par le modèle atomique de Bohr, les ondes de de Broglie, l'équation de Schrödinger, le principe d'incertitude de Heisenberg et l'équation relativiste de Dirac. Chaque étape nous a amenés plus profondément dans la structure de la réalité. Mais maintenant, nous arrivons à la question la plus fondamentale de toutes. Qu'est-ce que réellement un électron? La réponse que la physique moderne offre est si profonde qu'elle exige que nous abandonnions complètement nos intuitions sur ce que signifie être une chose. La théorie quantique des champs, développée principalement entre les années 1930 et 1950 par des physiciens comme Richard Feynman, Julian Schwinger, Shinichiro Tomonaga et Freeman Dyson, nous dit que les électrons ne sont pas de petits objets se déplaçant à travers l'espace. Ce sont des excitations dans un champ quantique omniprésent. Permettez-moi d'expliquer cela soigneusement, parce que c'est peut-être le concept le plus abstrait que nous rencontrerons dans ce cours. Imaginez que l'univers entier, tout l'espace dans toutes les directions, à chaque instant, est imprégné par un champ invisible. Ce n'est pas un champ comme ceux que nous expérimentons quotidiennement. C'est un champ quantique qui existe même dans le vide le plus parfait. Ce champ s'appelle le champ électronique. Maintenant, ce champ n'est pas uniforme. Il peut avoir des ondulations, des excitations, des perturbations. Lorsque le champ électronique a une excitation localisée, une ondulation avec certaines propriétés spécifiques d'énergie et de quantité de mouvement, nous observons cette excitation comme ce que nous appelons un électron. L'électron n'est pas une chose séparée du champ, c'est une propriété du champ. C'est le champ lui-même, dans un état excité particulier. C'est radicalement différent de notre image intuitive des particules comme de petites boules. Pour donner une analogie imparfaite, considérez la surface d'un étang. L'eau est là, omniprésente. Quand nous jetons une pierre, nous créons des vagues, des perturbations localisées à la surface. Ces vagues se propagent, interagissent entre elles, peuvent se heurter et former des motifs d'interférence. Les électrons sont quelque chose comme ces vagues, sauf que, premièrement, les vagues sont dans un champ quantique abstrait, pas dans de l'eau physique. Deuxièmement, ces excitations viennent par paquets discrets, des quanta avec une masse et une charge définie. Et troisièmement, ces excitations obéissent au principe d'exclusion de Pauli. Deux électrons ne peuvent pas être dans le même état quantique simultanément. Dans la théorie quantique des champs, chaque type de particule fondamentale a son propre champ. Il y a un champ électronique pour les électrons, il y a un champ électromagnétique pour les photons, il y a des champs de quarks pour les quarks qui composent les protons et les neutrons. Il y a des champs pour les neutrinos, pour les bosons W et Z. L'univers est, dans son essence la plus profonde, une collection de champs quantiques superposés, et ce que nous appelons particules sont simplement des excitations localisées de ces champs. Cette image résout de nombreux mystères. Elle explique pourquoi tous les électrons sont identiques. Ce ne sont pas des objets fabriqués individuellement avec de légères variations. Ce sont tous des excitations du même champ, avec les mêmes propriétés fondamentales déterminées par les propriétés du champ lui-même. Elle explique pourquoi les particules peuvent être créées et détruites. Créer une paire électron-positron transfère de l'énergie du champ électromagnétique
au champ électronique, créant des excitations dans les deux. Elle explique la dualité onde-particule. Une excitation localisée dans un champ a naturellement des propriétés à la fois d'onde et de particules. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et comprenez, même conceptuellement, que les électrons sont des excitations quantiques d'un champ omniprésent, vous avez atteint une compréhension de la physique qui va au-delà de l'éducation universitaire typique. La théorie quantique des champs est habituellement un sujet de troisième cycle, et à juste titre, elle est abstraite, mathématiquement complexe et conceptuellement difficile. Mais elle est aussi la théorie la plus précise que l'humanité ait jamais développée. La théorie quantique des champs de l'électromagnétisme, appelée électrodynamique quantique QED, a été testée expérimentalement avec une précision extraordinaire. Elle prédit le moment magnétique de l'électron, une propriété liée à son spin, en concordance jusqu'à la 13e décimale. Relisez cela. 13 décimales de précision. C'est comme prédire la distance de la Terre à la Lune avec une erreur de l'épaisseur d'un cheveu humain. Aucune autre théorie dans l'histoire de la science n'a atteint ce niveau de précision prédictive. Alors, qu'est-ce qu'un électron? Finalement, nous pouvons donner une réponse, bien que cette réponse soit profondément abstraite. Un électron est une excitation quantifiée du champ fermionique des leptons avec une charge électrique négative d'environ -1,6 fois 10 puissance -19 coulombs. Une masse d'environ 9,11 fois 10 puissance -30 et 1 kg. Et un spin d'1,5, ce n'est pas une chose au sens ordinaire. C'est un état particulier du champ quantique qui imprègne tout l'espace et tout dans l'univers, y compris chaque atome dans votre corps, est construit à partir de ces états de champ quantique. Nous sommes arrivés à la fin de notre voyage intellectuel de 127 années. Nous avons commencé avec Joseph Thomson, détectant de mystérieux corpuscules dans des tubes à rayons cathodiques. Nous avons progressé à travers des découvertes qui ont révolutionné notre compréhension de la matière. Le noyau atomique de Rutherford, le modèle quantifié de Bohr, les ondes de matière de de Broglie, l'équation de Schrödinger, le principe d'incertitude de Heisenberg, l'équation relativiste de Dirac et, finalement, la théorie quantique des champs. À chaque étape, notre image de l'électron a changé dramatiquement de corpuscule à particules, de particules à ondes, d'ondes à fonction de probabilité, de fonction de probabilité à excitation de champ quantique. Chaque transformation nous a éloignés des intuitions du monde macroscopique et nous a amenés plus profondément dans la structure abstraite de la réalité. Mais maintenant, nous devons nous demander qu'est-ce que tout cela nous enseigne? Pas seulement sur les électrons, mais sur la science elle-même, sur la connaissance, sur notre place dans l'univers. Cette image, le modèle planétaire de l'atome avec laquelle nous avons commencé, est fondamentalement incorrecte, mais elle était une étape nécessaire dans notre voyage vers la compréhension. La science ne nous donne pas des vérités absolues et immuables. Elle nous donne des modèles progressivement plus précis et plus profonds de comment fonctionne la nature. Des modèles que nous devons être prêts à abandonner quand les preuves l'exigent. Cette disposition à changer d'avis face aux preuves, cette humilité intellectuelle est ce qui distingue la science des autres formes de connaissance. Et maintenant, réfléchissons à ce que nous avons vraiment appris. L'histoire de l'électron est, en fin de compte, une histoire sur des humains essayant de comprendre l'incompréhensible. Thomson, Millikan, Rutherford, Bohr, de Broglie, Schrödinger, Heisenberg, Dirac, Feynman. Tous ces physiciens étaient des personnes. Ils avaient des doutes, ils faisaient des erreurs, ils avaient des désaccords passionnés avec leurs collègues, mais tous partageaient quelque chose. Une curiosité implacable et une disposition à remettre en question les hypothèses fondamentales quand les preuves l'exigeaient. Considérez combien chaque étape de ce voyage était radicale. Thomson a dû croire que les atomes, considérés indivisibles pendant des millénaires, avaient en réalité une structure interne. Bohr a dû proposer que les lois de l'électromagnétisme classique ne s'appliquaient tout simplement pas à l'échelle atomique,
qu'il y avait des règles complètement nouvelles dans le monde microscopique. De Broglie a dû suggérer que les particules, des objets que nous pensions solides et localisés, sont d'une certaine manière aussi des ondes étendues dans l'espace. Heisenberg a dû accepter qu'il existe des limites fondamentales à ce que nous pouvons connaître simultanément sur le monde physique. Et Dirac a dû prendre au sérieux des solutions mathématiques qui semblaient absurdes, et dans le processus a prédit l'antimatière avant que personne ne l'ait observée. Chacune de ces étapes a nécessité du courage intellectuel, le courage de paraître absurde, de défier le sens commun, de faire confiance aux mathématiques, même lorsqu'elles contredisaient l'intuition. Et le résultat de ce voyage intellectuel n'est pas simplement une connaissance abstraite. Chaque appareil électronique que vous utilisez, téléphone portable, ordinateur, télévision, fonctionne parce que nous comprenons comment les électrons se déplacent à travers les semi-conducteurs. Les lasers, qui lisent les disques compacts, effectuent des chirurgies oculaires ou transmettent des données à travers des fibres optiques, fonctionnent parce que nous comprenons les transitions quantiques des électrons dans les atomes. L'imagerie par résonance magnétique qui diagnostique des maladies fonctionne parce que nous comprenons comment les électrons dans les atomes répondent aux champs magnétiques. Les panneaux solaires qui convertissent la lumière du soleil en électricité fonctionnent parce que nous comprenons comment les photons peuvent exciter les électrons dans certains matériaux. Toute la chimie, de la conception de médicaments au développement de batteries, est basée sur la compréhension de comment les électrons s'organisent dans les atomes et les molécules. Et à l'horizon se trouvent les ordinateurs quantiques, qui promettent de révolutionner le traitement de l'information en exploitant la superposition quantique et l'intrication, des phénomènes qui émergent directement de la nature ondulatoire des électrons. Mais au-delà des applications pratiques, l'histoire de l'électron nous enseigne des leçons profondes. Première leçon. L'univers n'est pas obligé d'être intuitif. Nos intuitions sur le fonctionnement du monde ont été formées par l'évolution pour nous aider à survivre dans la savane africaine, pour esquiver les prédateurs, trouver de la nourriture, coopérer dans des groupes sociaux. L'évolution ne nous a pas équipés d'intuition sur les particules subatomiques ou les champs quantiques. Pourquoi l'aurait-elle fait? Nos ancêtres n'ont jamais interagi avec des électrons individuels. Donc, lorsque nous découvrons que les électrons se comportent de manière qui viole le sens commun, qu'ils sont en plusieurs endroits simultanément, qu'ils n'ont pas de trajectoire définie, qu'ils peuvent traverser des barrières qui, classiquement, devraient être impénétrables. Cela ne signifie pas que l'univers est bizarre ou mystérieux. Cela signifie simplement que l'univers n'a pas été conçu pour être facilement compréhensible par des cerveaux de primates. Et pourtant, nous pouvons le comprendre non pas avec l'intuition, mais avec les mathématiques et des expériences soigneuses. Deuxième leçon. Les mathématiques sont extraordinairement efficaces pour décrire la réalité. Eugene Wigner, un physicien du XXe siècle, a écrit un essai célèbre sur l'efficacité déraisonnable des mathématiques dans les sciences naturelles. Il demandait pourquoi les mathématiques, qui sont des constructions abstraites de l'esprit humain, fonctionnent si bien pour décrire le monde physique. Nous n'avons pas de réponse complètement satisfaisante à cette question, mais l'histoire de l'électron l'illustre parfaitement. Schrödinger a écrit une équation d'onde, seulement des mathématiques, des symboles sur une page. Pourtant, cette équation prédit avec une précision exquise le comportement des systèmes atomiques. Dirac a résolu des équations relativistes. Les mathématiques ont prédit l'antimatière. Et l'antimatière s'est avérée exister réellement. Feynman a développé une formulation mathématique de la théorie quantique des champs. Elle prédit le moment magnétique de l'électron avec 13 décimales de précision. Les mathématiques ne décrivent pas seulement la réalité approximativement, elles la décrivent avec une précision qui défie la compréhension, comme si l'univers lui-même était, dans un sens profond, mathématique dans sa nature essentielle. Troisième leçon. Nous n'arrêtons jamais d'apprendre. Certaines personnes supposent que les grands jours de la physique se sont terminés il y a des décennies, que tout ce qui était important
a déjà été découvert. Elles ont tort. Oui, nous comprenons l'électron remarquablement bien. L'électrodynamique quantique est une théorie extraordinairement réussie, mais des questions profondes demeurent. Pourquoi l'électron a-t-il exactement la masse qu'il a? Pourquoi sa charge est-elle exactement égale en magnitude, mais opposée en signe à la charge du proton? La théorie quantique des champs peut accommoder ces valeurs, mais elle ne les prédit pas à partir de principes plus fondamentaux. Qu'est-ce que le champ quantique réellement ontologiquement? Est-ce quelque chose de physique qui existe dans l'espace ou est-ce un outil mathématique pratique? Comment la mécanique quantique est-elle liée à la gravité? Nous avons des théories quantiques de toutes les forces fondamentales, sauf la gravité. Unifier la mécanique quantique et la relativité générale. Créer une théorie quantique de la gravité est l'un des grands défis non résolus de la physique théorique. Et il y a des questions encore plus fondamentales sur l'interprétation de la mécanique quantique que nous avons mentionnées plus tôt. Presque un siècle après la conférence de Solvay, les physiciens débattent encore de ce qu'est réellement la fonction d'onde. Ceux qui se sont consacrés à la science professionnellement savent que chaque réponse génère de nouvelles questions. La connaissance n'est pas un territoire fini que nous conquérons progressivement jusqu'à ce qu'il soit terminé. C'est plutôt comme une carte qui s'étend continuellement. Plus nous explorons, plus nous découvrons qu'il y a à explorer. Le voyage intellectuel ne finit pas. Chaque génération de physiciens construit sur le travail de la précédente, poussant les limites de la connaissance un peu plus loin. Et voici la leçon finale, peut-être la plus importante. La curiosité n'a pas de date d'expiration. Vous avez investi cette heure entière à explorer la nature de l'électron. Vous avez démontré quelque chose de significatif. Que la capacité d'apprendre, de s'émerveiller devant la complexité de l'univers, d'élargir la compréhension, ne diminue pas. Avec l'âge, si nous gardons cette curiosité vivante, les physiciens dont nous avons discuté ont fait leurs découvertes les plus importantes à différents âges. Heisenberg avait 25 ans quand il a formulé le principe d'incertitude. De Broglie avait 31 ans quand il a proposé les ondes de matière. Bohr avait 28 ans quand il a développé son modèle atomique, mais Thomson avait 54 ans quand il a gagné le Nobel pour avoir découvert l'électron. Einstein avait 76 ans quand il est mort. Travaillant encore sur des théories unifiées, de nombreux physiciens ont fait des contributions significatives dans leur soixantaine, 70e, même 80e année. L'esprit humain est extraordinaire. Il peut embrasser des concepts qui défient l'intuition. Il peut construire des modèles mathématiques de réalité qu'il ne peut jamais expérimenter directement. Il peut, à travers des siècles d'efforts collectifs, déchiffrer les codes fondamentaux de l'univers. Et cette capacité n'a pas de limite d'âge. Revenons où nous avons commencé. Cette image de l'atome, des électrons orbitant autour d'un noyau. Maintenant, nous savons que ce n'est pas ainsi. Les électrons ne sont pas des boules. Ils n'orbitent pas au sens traditionnel. Ce sont des excitations d'un champ quantique décrites par des fonctions d'onde probabilistes existant dans des superpositions d'états jusqu'à ce qu'une mesure soit effectuée. Mais cette image simple a joué un rôle crucial dans le développement de la science. Elle était une étape nécessaire sur l'échelle de la compréhension. Et peut-être l'image que nous avons maintenant, champ quantique, fonction d'onde, théorie des perturbations, est aussi seulement une étape. Peut-être que les physiciens du XXIe siècle regarderont en arrière la théorie quantique des champs du XXIe siècle avec la même tendresse indulgente avec laquelle nous regardons le modèle de Bohr. Peut-être y a-t-il des niveaux plus profonds de réalité que nous n'avons pas encore découverts. Peut-être que les champs quantiques eux-mêmes émergent de quelque chose de plus fondamental que nous ignorons. Ou peut-être que la théorie quantique des champs est véritablement fondamentale et que nous sommes près de la fin de ce chemin particulier de découverte. Nous ne le savons pas. Et cette incertitude, ne pas savoir quelles découvertes attendent, fait partie de ce qui rend la science si passionnante. Si ce voyage intellectuel vous a intéressé, si vous avez ressenti ne serait-ce qu'un éclair de l'émerveillement que les physiciens éprouvent quand la nature révèle ses secrets,
alors ce cours a rempli son objectif. J'aimerais connaître votre expérience avec ce cours. Quel concept vous a semblé le plus révélateur? Était-ce la dualité onde-particule, le principe d'incertitude, l'idée que les électrons sont des excitations de champ, ou peut-être les implications philosophiques sur les limites de la connaissance? Partagez vos réflexions dans les commentaires. La communauté qui se forme autour de l'apprentissage sérieux est précieuse. Si ce contenu vous a été utile, envisagez de le sauvegarder pour référence future. La beauté du format documentaire long est qu'on peut revisiter des sections spécifiques quand on a besoin de rafraîchir des concepts. Les marqueurs temporels dans la description facilitent la navigation vers des sujets spécifiques. Et si vous connaissez quelqu'un, un fils, un petit-fils, un collègue, un ami qui pourrait bénéficier de comprendre plus profondément ces fondements de la physique moderne, partagez ce cours avec eux. La connaissance a plus de valeur quand elle est transmise. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage de 127 ans à travers l'histoire et la science de l'électron. Depuis ses premières expériences, avec des tubes à rayons cathodiques jusqu'à la sophistication mathématique de la théorie quantique des champs, nous avons vu comment la curiosité humaine et la rigueur scientifique peuvent révéler des vérités profondes sur l'univers, l'électron. Cette excitation minuscule d'un champ quantique omniprésent s'avère être une porte vers la compréhension de la structure fondamentale de toute la réalité. L'univers est plus étrange que ce que nous imaginons et il est plus beau que ce que nous pouvons décrire avec des mots. Mais nous pouvons le décrire avec des mathématiques. Nous pouvons le comprendre avec des expériences. Nous pouvons, avec effort et patience, repousser les limites du connu. Et c'est peut-être l'accomplissement le plus extraordinaire de l'espèce humaine. À la prochaine exploration scientifique.